Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Anthony. Salut. Voilà, donc on se retrouve ce soir de 18h à Bonsoir à tous. 19h Bonsoir Anthony. pour Euh, voilà, donc on se retrouve ce soir attendez de un instant. 18h à... Voilà, excusez-moi. Donc on est de 18h à 19h et plus, on verra comment se déroule ce webinaire. Donc c'est un webinaire du pôle formation de Vers de Terre Production. Le pôle formation de Vers de Terre Production donc, est un des pôles de Vers de Terre qui organise des formations en agroécologie et voilà, toutes les filières sont représentées. Et donc, Anthony, qui est avec nous ce soir, est des formateurs d'une formation que j'anime qui s'appelle Se lancer en agriculture de conservation des sols et qui va bientôt débuter, qui va commencer le 2 octobre. Donc, les inscriptions sont ouvertes pour celle-ci. Alors, je vous montre un petit peu, hein, j'en profite, hein, Anthony, je te prends quelques secondes pour un petit peu montrer comment trouver les informations sur cette formation pour les personnes qui sont intéressées. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais voir avec vous comment trouver les informations qu'il faut. Donc, normalement, vous voyez, vous êtes sur Google, c'est très simple. Euh, je me connecte sur Google. Est-ce que tu vois mon partage d'écran, Anthony, sur Zoom? J'ai l'impression de ne plus trop avoir de connexion. Ah voilà, Non, c'est bon, je c'est pense que c'est le cas. oui, c'est Ah, bon. merci. On voit ton écran. Donc, je suis revenue, excusez-moi, la connexion nous fait défaut. Donc, vous allez hein, sur Vers de Terre Production, donc notre site internet, voilà. Une fois sur notre site internet, vous allez en haut l'onglet formation et vous avez le catalogue des formations et les formations longues. Donc le catalogue des formations reprend toutes nos formations, mais moi je veux vous parler de la formation longue en grande culture qui va débuter bientôt. Donc je clique sur le formation longue et voilà. Et vous avez ici dans les petites icônes toutes les formations longues qu'on organise. Donc concernant se lancer en agriculture de conservation des sols, voilà. Donc ici, vous allez retrouver sur cette page l'essentiel des informations. C'est une formation longue qui commence donc en octobre, comme je le disais, et qui finit donc en février 2026. Une formation mixte digitale. Alors, mixte digitale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une formation que vous aurez un petit peu de présentiel et des classes virtuelles et des cours en ligne aussi. Donc les présentiels, c'est un présentiel d'ouverture qui aura lieu à la mi-octobre. C'est Anthony Frison qui nous accueille donc sur sa ferme. Et le présentiel de clôture qui aura lieu toujours dans la région Centre-Val de Loire. Hein. Anthony se trouve dans le Loiret, vous le verrez dans sa présentation. Et là, on sera au sud de Chambord et on va sur voilà, les 2 jours de ce présentiel rencontrer Frédéric Thomas donc dans son exploitation et puis voilà, conclure la formation tous ensemble. Et entre ces deux présentiels, chaque jeudi de 14h à 16h, on se retrouvera avec les différents intervenants qui sont des formateurs experts hein, sur leur thématique qui viendront chacun leur tour intervenir sur le sol, sur la rotation, sur la gestion de l'enherbement, sur les couverts végétaux, enfin sur tout ce qui regroupe toutes les thématiques que regroupe l'agriculture de conservation des sols. Et c'est l'occasion pour vous ben, d'être au contact de ces personnes-là et de leur poser vos questions, échanger avec eux sur vos pratiques, sur ce que vous arrivez à faire, sur ce que vous n'arrivez pas à faire. Voilà. Donc, sur cette page-là, voilà, vous avez toutes les infos. Le livret où il y a toutes les infos, voilà, c'est un PDF pour ceux qui aiment bien les PDF. Et puis sur le bouton Je m'inscris, vous pourrez accéder au formulaire d'inscription. Donc voilà,
Je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Anthony, je sais que tu Le goût trépignes d'impatience. d'impatience pour pour ta présentation. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir proposé ce thème qui, du coup, aujourd'hui, tu vas revenir un petit peu sur une pratique que tu as développée depuis quelques années déjà, c'est que tu développes un pôle R&D sur ta propre ferme. Ouais. Développer, c'est un grand mot, mais au moins j'essaye de Alors, d'aller dans ce système-là. un instant. Je ne t'entends pas, Anthony, en fait. Mais c'est ma faute. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Donc oui, tu disais que je développe un pôle R&D sur ma ferme. Oui, je l'appelle comme ça, mais je reste avant tout un agriculteur qui essaye d'avancer et de faire ses propres recherches sur son exploitation, en fin de compte. Donc je vais partager mon écran Oui, vas-y, je t'en pour la prie, hein. présentation. Voilà, donc j'invite toutes et tous, hein, je ne vous vois pas forcément, mais je sais que vous êtes là. Je vous invite à poser vos questions sur le chat. On va laisser Anthony dérouler son propos, mais on reviendra sur toutes vos interrogations à la fin de cette présentation. Alors, je vais Vas-y, je essayer t'en de prie, faire, Anthony. ouais, je vais essayer de faire succinct et clair et pragmatique. C'est un mot que j'aime bien employer et que j'aime bien mettre en place dans le cadre de mon travail et de la ferme. Voilà, on l'a intitulé Avoir un pôle R&D sur sa ferme. C'est surtout pour parler des avantages tant agronomiques que économiques que ça peut apporter que d'effectuer un peu des R&D, c'est de la recherche et du développement. L'idée, c'est comment rester un peu, entre guillemets, maître chez soi et faire en sorte d'avancer et de comprendre comment son sol fonctionne, sa rotation, ses itinéraires techniques, etc., etc. Donc en tout cas, merci Charlotte pour l'invitation à ce webinaire. Merci à Verdoter Productions aussi de me faire confiance pour participer et être intervenant dans le cadre notamment de cette formation longue et super. Ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans que j'interviens dans le cadre de la formation et à chaque fois, c'est des super groupes, etc. Et les échanges sont très fructueux et je pense que les commentaires positifs des précédents stagiaires vont dans le bon sens et c'est ça qui est intéressant. Je vais faire court sur la présentation. Aujourd'hui, je suis agriculteur sur une ferme de un peu plus de 240 hectares dans le Loiret, là, du côté de Pithiviers. Il y avait dernièrement Innovagri, donc je suis à une vingtaine de kilomètres du salon Innovagri qui rassemble beaucoup de machinisme. Moi, je suis pas spécialement un fan de machinisme, mais je suis plutôt un fan d'agronomie. C'est vraiment ma passion. Je suis pas tombé dedans quand je suis tout petit, mais depuis que je suis tombé dedans, je suis vraiment bien tombé dedans. Voilà, j'ai un passif de chercheur, entre guillemets, d'étudiant-chercheur, avec un doctorat à la clé en sciences de la terre. Et j'ai fait ma thèse au niveau du sol. Et voilà, et puis petit à petit, j'ai voulu reprendre la ferme familiale et je me suis intéressé à la conduite culturale, à l'agronomie. Et puis, l'agronomie, c'est vraiment super dans le sens où on en découvre tous les jours. Dès qu'on travaille, on en découvre tous les jours quand on regarde réellement son sol, etc. Et puis voilà, donc j'ai développé des belles bases de connaissances depuis maintenant une quinzaine d'années pas- dans la recherche agronomique, entre guillemets, mais la recherche agronomique de manière pratique et pragmatique sur le terrain et dans une ferme. Aujourd'hui, je suis capable de parler de la conséquence de développer un pôle R&D sur son exploitation. Voilà, moi, ça m'apporte beaucoup et j'ai envie de le partager ici avec vous en direct. Et puis après, je pense on doit pouvoir retrouver la vidéo par la suite. Il n'y a pas que en direct. On va commencer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme l'a mentionné Charlotte. J'y répondrai avec alors, bon, j'en ai un peu parlé, mais
quand on parle de recherche et développement, on se dit c'est encore un truc pour les grosses entreprises, etc., etc. Mais je trouve pas en fait. Je pense qu'une ferme, un entrepreneur agricole, un agriculteur est capable de mettre en place une activité un peu R&D. euh, Parce que si on la définit, alors il y a un long texte, mais ça va permettre d'acquérir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles méthodes, etc., d'améliorer ses itinéraires techniques, etc., etc. Et en fait, on a une ferme, mais quand on a une ferme, on a un laboratoire géant à ciel ouvert. Et il y a plein de trucs à tester, et c'est tellement génial de ce côté-là que faut pas s'en priver. Juste pour petite anecdote, hein, c'est ce que j'ai mis en bas, à peu près c'est 3 000 milliards le budget consacré à la recherche et développement dans le monde. Donc voilà, c'est à nous d'en prendre une petite partie. Et il y a certainement, s'il y a des gens capables de mettre 3 000 milliards, c'est qu'il doit y avoir des bénéfices derrière quand même. C'est pas à perte que je pense que la recherche et le développement en soi, la R&D est réalisée. Alors, pourquoi on doit expérimenter sur sa ferme? Parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'on doit expérimenter vraiment aujourd'hui pour être plus performant demain. Ça, c'est indéniable, donc on doit tester. J'ai envie de dire, on doit tester, on doit noter et on va le voir par la suite pour conclure et pour avancer et être plus performant ensuite. On doit expérimenter sur sa ferme parce que ça évite aussi la personne avec le carton sur la tête, mais ça évite, c'est pour symboliser le fait de ne pas rester cloisonné, quoi. On n'avance pas avec des œillères en se disant, bah, j'ai ma méthode, elle fonctionne très bien, oui, mais est-ce que si j'avais un petit réglage différent, est-ce que ça fonctionnerait pas mieux? Et puis, le petit poisson rouge qui veut sortir du bocal, c'est expérimenter, ça permet aussi de sortir des sentiers battus. J'étais ce matin dans mes colzas et j'ai l'anecdote de me dire que ceux qui ont trouvé et mis en place les plans de campagne dans le colza, par exemple, c'est par en soi une observation liée à un couvert opportuniste où il y avait du colza dedans et il ne restait plus que le colza à la fin de l'hiver. Et c'est comme ça qu'a démarré l'histoire des plans de campagne en colza et qui aujourd'hui est sur des milliers d'hectares en France. Donc voilà, si on sort, si on expérimente, si on observe, on arrive à sortir des sentiers battus dans ce sens-là. Et puis, il y a la petite histoire de ce monsieur-là qui s'appelait Alain, je crois, de son prénom, Millardet, qui est un peu le... En fait, il avait observé que sur les ceps de vignes qui n'étaient pas touchés par le mildiou, c'était les ceps de vigne qui avaient été aspergés de sel de cuivre, et donc il en avait fait une déduction que le sel de cuivre protégeait la vigne du mildiou. Mais il fallait le tester pour être sûr et certain que c'était bien ça, etc. Donc à l'époque, dans les années 1880, là, c'était contre les voleurs. On balançait du sel de cuivre sur les grappes de raisin pour rendre, on va dire, ragoûtant les grappes de raisin et éviter qu'ils soient chapardés par les maraudeurs, comme la définition le donne. Mais donc voilà, en soi, c'est c'est le premier, l'ancêtre de la bouillie bordelaise. On l'utilise encore aujourd'hui. Et voilà, d'une observation, on en a tiré une conclusion et des choses qui ont fait avancer par la suite l'agriculture. Donc pourquoi pas vous? Ensuite, expérimenter sur sa ferme parce que en fait, ce qui va marcher chez le voisin, ça ne marchera pas forcément chez vous. Pourquoi? Parce que une parcelle est hétérogène, quoi qu'on en dise. Des parcelles réellement homogènes, c'est difficile. Donc, si une parcelle est un petit peu hétérogène, on peut se dire que l'exploitation est hétérogène au niveau rien que des caractéristiques du sol, et encore plus, un territoire est hétérogène. Donc ça, ce qui va marcher chez un voisin, même à 2 kilomètres, ne marchera pas forcément chez vous. Qui plus est que le voisin a peut-être des objectifs personnels et professionnels différents des vôtres et que depuis les temps reculés où que la ferme est en place, je passe des remembrements et autres, où on voit des aspects 10, 15 ans plus tard, on voit encore des arrière-effets de différents remembrements. On se dit que voilà, il y a de telles différences que autant aller tester quelque chose chez soi
Et j'ai une maxime que j'utilise souvent dans ma tête, c'est si je le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, allez, si on commence jeune à faire de l'agriculture, à être agriculteur et chef d'entreprise en agricole, on a à peu près 40 essais. C'est-à-dire qu'on a 40 années de travail et c'est pas comme en laboratoire, hein. Si on loupe le créneau pour tester, je ne sais pas, tel produit au semis du blé, on va se retrouver à devoir attendre un an pour retester de nouveau, puisque on va pas, il faut laisser le cycle cultural faire, on ne peut pas recommencer le mois d'après, etc. Donc c'est pour ça que bah, il faut tester, parce que sinon on n'a que 40 coups d'essai, donc automatiquement euh, on a peu de tentatives possibles. Et puis, euh, et puis dernier point, en fait, il faut faire aussi attention à ce qu'on nous fournit comme résultat. Les vendeurs de rêves, les personnes qui vous disent, bah voilà, avec ça, tu vas augmenter ton rendement parce que c'est important, etc. Ouais, mais chez moi, ça donne quoi, quoi? C'est-à-dire que oui, ok, vous avez fait des essais, mais chez moi, ça donne quoi? Donc on verra par un exemple, notamment que j'ai réalisé, des différences comme ça pour des caractéristiques communes pourtant d'exploitation et de sol, etc. Et ben justement, c'est cet exemple-là. C'était je venais de commencer à être agriculteur et puis il y avait des essais phosphore. Donc je suis dans des sols argilo-calcaires avec des pH très élevés et j'ai des blocages, il y a des blocages du phosphore dans ce type de sol-là. Et du coup, l'organisme stockeur à proximité fait un essai pour voir quel type de phosphore apporté va permettre une amélioration du rendement du blé. Donc, on est dans une parcelle, donc ce qui est réalisé par l'organisme stocker, c'est une parcelle à quelques kilomètres de la ferme, et puis euh, 14 kilomètres, c'est marqué en dessous, et sur le même type de sol, argilo-calcaire superficiel, etc. Et donc l'idée, c'était de me dire, bon, bah ok, il y a un essai, et je vous donne les résultats ici, il y a un essai qui est fait, si on apporte du témoin sans phosphore, on voit que n'importe quel phosphore, alors ça c'est du phosphore foliaire, le Nutri-Phos à l'époque, je ne sais même pas s'il existe encore, mais on voit que euh, en apportant du phosphore, on a une amélioration du rendement de l'ordre de 4-5 quintaux selon les deux types d'essais qui ont été réalisés ici. Donc ce que je me dis, moi, à titre personnel, c'est ah, c'est super, j'ai 100 hectares de céréales dans ce type de sol-là. Bah, au minimum, je dois apporter un apport foliaire pour gratter quelques quintaux. Et donc, ce que je sais de manière certaine, c'est que ça va me coûter 2 000 euros. 20 euros fois 100 hectares. Ça va me coûter 2 000 à 5 000 euros selon tel produit, pardon. Et puis un gain possible de 2 000 à 9 000 euros. Donc, moi, j'ai pas tellement envie, alors c'est la petite image qui est en bas à gauche, mais moi, j'ai pas tellement envie d'être le dindon de la farce. La seule chose dont je suis certain, c'est que acheter le produit va me coûter quelque chose. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'avant de le mettre sur 100 hectares, je me suis dit, bah, tu vas tester dans tes conditions et chez toi ce que ça donne. Et du coup, je me suis amusé à tester avec des répétitions, etc. Bah, j'avais la possibilité de le faire. Et puis, c'est la petite vidéo qui se présente là. Donc à la récolte. Et en fait, bah, j'apporte du phosphore en foliaire, au sol, au printemps, à l'automne. Pas de différence de résultat. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, ok, ça fonctionne chez l'un, chez moi, ça ne fonctionne pas. Donc, bah, aujourd'hui, je vais pas aller sur cette piste-là, de rajouter du phosphore en intrant pour essayer d'améliorer mes rendements. Euh, et ça m'évitera, économiquement, ça m'évitera de dépenser 2 000 à 5 000 euros d'un produit qui n'aurait pas eu l'effet escompté, qui n'aurait pas forcément eu l'effet escompté, ou du moins je n'ai pas voulu prendre le risque sur ma sole en céréales à aller apporter du phosphore, aller apporter une charge sans être certain qu'il y a un résultat au bout. Et puis oui, alors
J'ai fait mouliner une intelligence artificielle pour me sortir un petit Père Noël. C'est parce que je pense que malheureusement l'agriculteur croit beaucoup au Père Noël. Moi aussi j'y crois beaucoup. On croit beaucoup dans le produit miracle, celui qui va nous faire sortir de l'ornière ou qui va nous permettre d'améliorer. Et voilà, si on teste pas, on peut continuer à croire au Père Noël, mais le cadeau on le fait aux autres et on le fait pas à nous et à notre ferme au demeurant. Alors, comment on va s'y prendre? Je vais essayer d'avancer pour laisser le temps aux questions quand même. Comment on va s'y prendre? Alors, moi, j'ai trois conseils. Ouais, j'ai trois conseils. C'est les trois tirets qui sont indiqués. C'est déjà de prendre un risque mesuré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va pas s'amuser à faire les essais sur 25% de la ferme. Des fois, je vous donne ce conseil-là parce que des fois, j'ai fait des bêtises en croyant réellement à ce que ça allait marcher. Et souvent, quand on prend un gros risque, à la fin, on prend une grosse claque aussi par derrière. Donc, il faut faire attention. On peut se fixer un budget. Alors, j'ai indiqué 0,1% du chiffre d'affaires à l'hectare. On va être sur 1 ou 2 euros. Vous allez me dire, oui, mais 1 ou 2 euros de l'hectare, bah, si vous avez 200 hectares, ça fait 400, 500 euros. Allez, admettons 500 euros à l'année pour tester, pour justement gagner par la suite. C'est ça l'important. On fait c'est un investissement de faire des essais, c'est un investissement dans l'avenir. Et puis, il y a un impératif, c'est que plus que l'argent, il faut s'accorder le temps nécessaire pour réaliser et aller jusqu'au bout de l'essai. Il n'y a rien de plus frustrant que de commencer quelque chose en disant, ouais, je vais faire ça, c'est tout, c'est bien, etc. Et ne pas se laisser le temps d'observer et d'aller jusqu'à à la finalité de l'essai au bout du compte. Donc voilà, c'est ce que je vous indique en dessous, c'est que pour moi, aujourd'hui, un agriculteur, pour lui, et pour chaque agriculteur, il faut qu'il teste, il faut qu'il dose, qu'il coupe un bout de tronçon de pulvé, faut qu'il se trompe quelque part. Voilà. Ah, mince, j'ai déclenché le semoir, il y a une double densité ou voilà, des choses. Et puis on regarde ce qui se passe. C'est un essai d'oublier ou de doubler la dose de semis sur 10 mètres et de regarder ce qui se passe. C'est un essai de couper un bout de tronçon pour tel ou tel produit et d'aller regarder ce qui se passe, c'est un essai. Même si il y a un trou dans votre parcelle et que votre voisin se moque de vous, en soi, c'est un essai. L'an dernier, par une erreur de semis, par exemple, je me suis retrouvé à faire de la très basse densité en orge de printemps semée. Quoi, c'est une orge, ce qu'on appelle les orges de printemps-d'automne. Donc, c'est semé au début de l'hiver, au début décembre. Et c'était ma meilleure orge en résultat cet été, donc à la récolte. Donc j'avais beau avoir 2 fois moins de densité que le SMI, que le SMI habituel ou le SMI traditionnel du coin. À la fin, ça a été la plus belle orge de mon parcellaire. Donc voilà, puis il y a une petite phrase, on a le droit de se tromper. Quand on a le droit de se tromper impunément, on est toujours sûr de réussir. Et ça, c'est vrai. Et puis, il y a des essais comparatifs. Là, c'est euh, au beurre hacker. Les essais au beurre hacker entre les différences d'itinéraire technique entre le semi direct et le labour, mais sur des dizaines d'années maintenant. Donc, voilà, il y a des choses. Je vous demande pas d'aller faire des essais sur des dizaines d'années. Laissez ça aux stations expérimentales. Mais voilà, il faut tester chez soi et s'y prendre de manière simple et s'accorder du temps pour les faire, pour l'observer et aller jusqu'au bout des choses. Alors au départ, on va réfléchir à une idée, on peut faire quelques recherches entre guillemets bibliographiques, hein. On peut poser des questions à des voisins sur Internet aujourd'hui, hein. C'est quand même, il y a une moult possibilités pour aller chercher des infos de base et il faut bien poser son idée. Et en posant bien son idée, on définit les choses et surtout, il ne faut pas trop se compliquer la tâche. Parce que plus on va se compliquer la tâche, plus à un moment donné, si ça coince, on va se retrouver, euh, on va se retrouver à être déçu ou à se dire, ah mince, j'ai pas le temps, et puis laisser tomber. Donc il faut faire attention à ça. Euh, donc il y a une question
d'homogénéité dans la façon de faire le protocole. Il s'agit de, bah, si vous avez pris 3 microparcelles, si vous faites 3 microparcelles d'essai, il faut que, hormis le produit que vous voulez tester, ça soit ça la seule différence. Il ne faut pas qu'on se dise à la fin, vous posez une hypothèse, il ne faut pas qu'on se dise à la fin, oui, mais c'est le facteur de rendement supplémentaire, il est lié à quoi? Il est lié au produit ou il est lié à la façon d'avoir travaillé le sol à gauche ou à droite? Donc voilà, on se limite à un ou deux facteurs à étudier et après, on conduit tout de la même manière. Comment on s'y prend? Donc bah là, je vais vous présenter comment s'y prend un agriculteur en général. Donc il trouve un produit, il veut tester le produit et ce qu'il va faire, c'est ça. Donc il y a la parcelle, il va faire l'application X, mais il va faire l'application X, et puis à côté, il va vouloir faire l'application Y et puis l'application Z. Bon, il veut tester 3 produits, et c'est très bien. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est ce que vous avez sur votre gauche. C'est qu'un agriculteur, il a un produit, admettons, on veut lui vendre un produit, il dit, ouais, je vais le tester. Puis le problème, c'est qu'il fait ça. Il va le tester sur l'entièreté de la parcelle. Vous ne pouvez pas comparer si vous testez le produit sur l'entièreté de la parcelle. D'une part, si vous voulez vraiment faire de la R&D, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire ça. C'est tester le produit sur une partie de la parcelle et avoir un témoin à côté. Et le top du top, c'est même faire appliquer le produit par quelqu'un d'autre. Comme ça, vous êtes vraiment objectif pour ne pas savoir où est-ce que le produit a été appliqué. Et là, vous avez vraiment un regard objectif sur oui, mon produit a fonctionné ou n'a pas fonctionné, et vice-versa. On fait attention, si on mène un essai, autant éviter les erreurs. Et la première erreur à faire, c'est ne pas mettre un essai, de mettre un essai dans un champ très hétérogène. Automatiquement, un essai, ça prend un peu de place. Et donc, il faut trouver une zone qui est homogène pour éviter les biais de résultats. Se dire, oui, ma variété, elle a fonctionné, mais oui, ma variété, elle était dans une zone, bah, si ma variété, je ne sais pas si on voit mon curseur, mais si ma variété A, elle est dans la zone verte et que ma variété B, elle est dans la zone rouge, automatiquement, vous avez un biais de résultat et vous avez l'impression que la A, elle est meilleure alors que l'hétérogénéité vient simplement du sol, quoi. Donc il faut faire attention à ça. On évite les tours de champ si possible ou les endroits de fort trafic agricole parce que souvent ça crée une hétérogénéité de structure qui va biaiser les résultats de l'essai. Les observations, bah, la première des choses à faire, c'est quand on veut mener un essai, c'est d'aller les voir, d'aller voir ces parcelles et les essais et noter sur un carnet, maintenant avec Internet, voilà, il y a des choses qui se mettent dans le cloud là-haut et c'est perdu pour personne. Et donc vous arriverez toujours à les retrouver. C'est dans le sens où euh, aujourd'hui, avant, on avait un carnet à mince où j'ai perdu mon carnet, j'ai perdu toutes mes observations. Aujourd'hui, il est très facile de stocker les données. Donc, faut y penser. On va noter aussi le stade de la culture, c'est très important parce que si vous avez un collègue vous avez eu l'idée de faire les essais à plusieurs et vous les comparez, peut-être qu'il y en a un qui sera passé à stade épi 1 cm et l'autre à stade talage et que vous n'aurez pas les mêmes résultats à la fin, et donc il va falloir essayer d'interpréter en fonction du stade de la culture. Il faut être objectif, c'est ce que je vous disais sur la diapositive d'avant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi rester objectif, c'est le syndrome de quand on achète quelque chose, on veut que ça fonctionne. On a mis de l'argent dedans, et automatiquement, on a un biais cognitif dans la tête qui nous dit oui, bah, j'ai mis 100 euros de l'hectare là, euh, oui, je vois quelque chose. Alors que si vous étiez vraiment objectif, que vous saviez pas, vous ne savez pas où est-ce que vous avez positionné le produit, ou où est-ce que l'entrepreneur, par exemple, aurait positionné le produit, là, c'est vraiment être objectif parce que bah, c'est l'observation, elle est réelle. Donc ça, c'est difficile de rester neutre quand on investit quelque part. Et puis, bah, clôturer l'essai dans le sens, voilà, à un moment donné, si j'ai, bah là j'ai marqué si j'ai pas de récolte, mais c'est dans le sens, euh,
À un moment donné, il faut se dire, bon, l'essai est terminé, voilà. Ne pas aller vouloir encore continuer, voilà. Rester simple dans ce que vous fixez comme objectif. Et puis il y a la récolte. La récolte, c'est le juge de paix, hein. À la fin, c'est voilà, on a repéré au préalable les bandes et puis on prend son temps. Alors c'est pas facile parce que la période de récolte c'est une période hyper chargée et, à la fois mentalement, physiquement, hein, et puis on a l'impression de ne pas avoir de temps. Bien entendu. Euh, Si on prend la récolte 2024 où les conditions climatiques sont horribles et qu'on n'a déjà pas le temps de récolter ces parcelles, on va essayer d'aller très vite et bon, bah tant pis. On n'aura pas des mesures de rendement. Mais si on a un petit peu de temps, si à la fin du compte, on a perdu 3 heures dans la moisson, c'est pas non plus dramatique. Donc voilà, il faut prendre son temps. Et puis, si on récolte à la moissonneuse agriculteur, il faut prendre une pleine coupe. C'est-à-dire que il faut pas prendre une bordure, ou alors il faut avoir le GPS et être sûr que la moissonneuse prend 7 mètres pile de large de bande pour, euh, pour avoir quelque chose qui soit cohérent. Si d'un côté vous prenez une pleine coupe et de l'autre côté vous en enlevez 20 centimètres, 10 centimètres parce que vous guidonnez un peu, ça va être compliqué pour interpréter les résultats. On récupère toujours un échantillon parce que il y a toujours sur des céréales, sur toutes les récoltes, il y a toujours des notions de qualité aussi qu'il peut y avoir à regarder. Et puis, si on a la chance et qu'on fait un essai qui commence à prendre de l'envergure, on a des répétitions et de manière très simple, il y a des analyses statistiques qui peuvent être là et qui peuvent répondre à la question de base et à l'hypothèse de base. Alors, quel retour économique? Parce que c'est peut-être ça le plus important dans l'idée de faire des essais sur son exploitation. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai pu conduire au fur et à mesure des années. Alors là, c'est par exemple, d'un côté du passage de pulvée, j'applique une tambouille d'oligo-éléments suite à une analyse. Et puis voilà, il y a le coût de l'application, ça me coûte 20 euros de l'hectare, le coût de l'analyse. Et à l'époque, j'avais donné les tarifs, même si les prix. Donc on était dans les années 2015, 14-15. Voilà, on avait de l'orge d'hiver à 120 euros. Peut-être qu'on va la revoir prochainement d'ailleurs. C'est bien dommage. Donc voilà, cette application d'oligo-éléments me faisait gagner 60 euros de l'hectare. C'est pas rien, hein, j'avais une augmentation de 7 quintaux sur l'orge. Là, on est sur des poids d'hiver. Sur des poids d'hiver, c'est pareil. L'application d'oligo-éléments me faisait gagner 8 quintaux. Donc voilà, c'est une comparaison. J'ai un témoin, j'ai une bande avec un traitement oligo. Et le témoin, bien entendu, il n'y a pas de traitement oligo. Qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça peut me rapporter? Et puis voilà, il y a une troisième, bah là c'est le contraire. J'ai une perte de rendement avec le blé, sur du blé. Et ça s'explique parce que tout simplement, j'ai pas pris en compte réellement les résultats de l'analyse. Et j'ai voulu faire la même tambouille sur les trois cultures pour pas perdre de temps au pulvé. Et je pense que en apportant les mauvais oligos au blé, bah, j'ai fait plus de mal que de bien. Donc, en soi, ça s'explique, mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, quand vous faites un essai tout simple comme ça, on peut pas. C'est pour ça qu'en dessous, j'ai marqué à refaire, c'est que vous pouvez pas prendre pour argent comptant ce que vous allez faire sur un an. Il faut améliorer le process petit à petit. Alors, c'est frustrant parce qu'on aura envie de tout de suite gagner 60 euros de l'hectare, mais à la fin, il faut quand même rester prudent parce que ce que vous montre le troisième exemple, c'est qu'on peut aussi perdre du rendement euh, sur une mauvaise application, même d'oligo-éléments tout simple. J'avais fait un essai un peu plus complexe et sous un format itinéraire technique où j'avais couplé sur une plateforme qui devait faire 4-5 hectares en colza, différents travaux du sol, plan de compagne, pas plan de compagne, de la fertilisation, l'impact sur les insectes. C'est super, ça a super bien marché comme parcelle. Et donc, on avait varié la dose d'azote, j'avais varié la dose d'azote, et puis il y avait des insectes, etc. Et à la fin,
que ce soit en labour, en TCS, en strip-till ou bien en semi-direct, on avait comparé la marge brute en ayant enlevé tout ce qui était charge de production et charge de mécanisation propre à chaque type de travail du sol pour dégager la marge brute et voir si avec plan de campagne ou sans plan de campagne, on avait une amélioration de la marge brute. Et il s'avère que, en fait, plan de campagne, si j'avais une conclusion à donner de cet essai-là, c'est plan de campagne ou pas plan de campagne. Avec les plans de campagne, on ne perd pas de rendement. Et voire on améliore la marge brute avec les plans de campagne parce on avait une amélioration de rendement euh, bah, dans, hormis au labour, il y avait un demi-quintal, je crois, de mieux, mais après le reste, il y avait un ou deux quintals de mieux au niveau rendement, au niveau du colza. Et donc, malgré le coût des plants de campagne, on améliorait la marge brute, quoi qu'il advienne. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, les plants de campagne, ça apporte bien d'autres choses agronomiquement. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est dommage pour l'essentiel des terres qui sont menées, assolées en colza, de ne pas mettre de plan de campagne sur notre territoire. Autre exemple, alors là, comme avec le colza précédemment, il y a toujours des répétitions. Notamment dans ce blé, c'est conduit en micro-parcelles, donc dans une parcelle de blé à moi, mais c'est conduit en micro-parcelles de 3 mètres sur 9 mètres de long, de souvenir, et avec 4 répétitions et une répartition aléatoire. Donc là, on est vraiment dans de l'expérimentation. J'ai fait 3 ans responsable agronomique dans une structure qui faisait de l'expérimentation agricole. Et voilà, on est vraiment dans le typologie même de l'expérimentation pour avoir des résultats statistiques et savoir ce qui est statistiquement différenciant d'une modalité à une autre. Donc j'avais testé plein de choses, c'était en 2022, j'avais testé plein de choses pour essayer de trouver une réponse à l'azote et en 2022, le prix de l'azote avait explosé. Et du coup, l'idée, c'était est-ce que tester des acides aminés, des acides humiques, etc., des oligoéléments, ça pouvait améliorer l'efficience azotée du blé. Et je me suis retrouvé avec ce type de graphique. Donc, plus la barre va loin, plus ça fait de rendement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous allez comparer donc la dose 1 en bas, là, c'est le témoin, il y a moins 115 unités d'apportée. Et puis, si on avait voilà, la réponse 2, on mettait un peu d'acide aminé, on gagnait allez, deux quintaux. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est qu'après, de la modalité 3 à la modalité 16, là, quand on remonte sur le graphique, j'avais apporté 50 unités de moins par rapport à la dose N, qui est la dernière dose là-haut. Et vous allez voir que cette année-là, en 2022, j'avais la dose N donc selon mon plan de fumure, qui décroche par rapport à les 50 unités de moins. Donc moi, c'est l'enseignement de ce, de cette donnée-là, c'est-à-dire que pour ces valeurs de rendement-là, ça a été un très bon rendement, il faut avouer. Alors après, là, il y a un peu les effets de bordure liés à l'expérimentation, mais c'est pour toutes les parcelles pareil, mais ça donne les ordres de grandeur. L'idée, c'est de se dire, même pour des potentiels en blé de cet ordre-là, on a une dose N qui n'est pas forcément l'optimum, mais chez moi. Donc, c'est-à-dire que de là, je vous donne en mille, de ces résultats d'essai en 2022, il en a découlé chez moi, d'un point de vue économique et en gain économique, une réduction assez drastique de mes doses d'azote sur toutes mes cultures depuis cette année-là. Et sans décrochage forcément de rendement. En voyant qu'en enlevant 50 unités, j'avais plus de rendement qu'à la dose prévue par le plan de fumure, bah voilà, je me suis lancé quoi. Et puis après, bah, on peut extrapoler en se disant, bah tiens, si j'apporte ça et ça au moment de la floraison, etc., est-ce que je gagne un petit peu? Mais grosso modo, tout est équivalent, donc il n'y a pas de différence statistique ici, mais on a un décrochage à la dose N et un gros décrochage à la dose moins 115, donc ça paraît logique.
euh, pendant 3 ou 4 ans suite. Et puis après, donc en micro-parcelles et ensuite après aussi en parcelle agriculteur, c'est-à-dire que je fais des passages de. Je fais 30 mètres avec le même enrobage de semences. Tester beaucoup d'enrobage de semences différents, etc. Notamment en orge. Là, je vais donner les résultats sur l'orge. Donc on était je pense 2022, etc. Donc rendement, vous voyez les rendements et bah, si je les ai encadrés, oui, voilà, c'est ça. Par exemple, là, on est sur les témoins. Donc, les témoins, c'est les enrobages classiques, traitement de semences classiques. Et après, on est sur du non enrobé ou enrobé avec des oligo-éléments. Donc, on a la conclusion à ça, c'était de se dire, bah, c'est ce que ça m'a montré, mais c'est que l'enrobage, traitement de semences classique, n'a pas d'effet sur le rendement. Et après, on va gagner 2, 3 quintaux selon les modalités pour, comment dire, je vais y arriver, mais pour aller chercher voilà, 2, 3 quintaux liés à des enrobages avec des acides aminés, etc. Je voulais rechercher la modalité 12 pour comprendre ce qu'il en était. Euh, non, c'était de l'epsotope que j'avais mis. Et le magnésium, je pense que ouais, c'est ça. Pendant 2 ans, il est toujours sorti en dessous. Pourtant, j'y croyais. Je me suis dit, j'ai des sols plutôt calciques et je me dis, et non, au final, ça a plutôt un effet dépressif. Alors après, est-ce que c'était trop dosé? Est-ce que voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas pu tester. Et si vous regardez, hein, voilà. Laissez libre cours à vos envies, hein. J'ai testé, par exemple, j'ai testé la caféine, la taurine, hein, parce que Red Bull donne des ailes. Alors, je sais pas si on a le droit de faire de la pub, Charlotte, tu me le diras, mais Red Bull donne des ailes. Donc, je me suis dit, tiens, Red Bull, est-ce que va donner des ailes à mon orge? C'est la modalité 14. Bah ouais, la modalité 14, elle est pas mal, quoi. Donc, voilà, je dois dire que voilà, j'avais des bons résultats en barquette. J'avais fait des tests en barquette au préalable sur du lin, sur de l'orge. La caféine, c'était venu de là, me dire que voilà, ça. Parce que l'acide caïphéique, il faudrait plus que je me plante, mais j'avais lu un vieux bouquin de biologie qui disait certaines choses. Donc voilà, c'est ça. Et si on teste pas, on va croire au Père Noël et forcément, derrière, on va faire de l'investissement pour des choses qui n'ont pas forcément de retour sur investissement derrière. Hop. Donc voilà, aucune des références. J'avais l'explication là. Donc les enrobages de semences en soi, là, c'est la phrase du dessous. J'accélère, Charlotte, je te vois opiner de la tête. Et donc c'est voilà, le coût reste modique hein, d'enrobage de semences. On va être sur 3 € de l'hectare. Un coût de traitement de semences, maintenant, on va être sur 15, 20 € de manière traditionnelle. Un coût de traitement de semences classique. Et si on n'a pas de problème de charbon en orge, par exemple, si on n'a pas de problème de charbon nu de l'orge particulièrement, on est capable de semer de l'orge sans traitement de semences et sans impact sur le rendement derrière. Du moins, chez moi. Après, faudrait tester chez vous. Mais aujourd'hui, voilà, il y a 60 à 80 hectares d'orge chaque année. 10 € d'économie, ça fait tout de suite 800 € de, de charge en moins sur mon exploitation. Alors pour résumer, tester et expérimenter chez soi, pour moi, c'est indispensable. Qu'il y ait des gains ou des pertes de rendement, en fait, peu importe, ça vous permet de vous corriger, en fait, derrière. Et puis, ça évite les achats impulsifs et les choses qu'on va acheter en récurrence parce que on vous fait dire qu'il vous faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire un peu plus pour qu'il y ait réellement un effet. Donc, au lieu de capitaliser, voilà, comme on vous dit, on fait croire que vous allez pouvoir capitaliser sur votre sol, etc. Voilà, faites sur une petite surface, bah, ça prend du temps. Voyez si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bah, lancez-vous sur un peu plus grand, etc. Malheureusement, voilà, on n'a que 40 années d'essai et
il faut avancer. À un moment donné, on peut prendre un risque, mais il faut que le risque soit mesuré par rapport à la situation on va dire technico-économique de la ferme. Et puis, voilà, il y a des études qui montrent que si vous investissez 1 euro, vous allez pouvoir dégager des bénéfices. Mais moi, je pense que vous allez pouvoir doubler l'investissement. Donc, c'est pour ça qu'ils investissent 3000 milliards, hein, c'est pour pouvoir doubler ça. Mais voilà, si vous investissez un petit peu de temps et un petit peu d'argent à tester en petite quantité, vous allez pouvoir faire ne serait-ce que des économies derrière, de savoir ce qui fonctionne ou pas chez vous et voir améliorer vos résultats par la suite. Voilà. C'est Merci tout pour moi. Anthony, merci beaucoup. T'étais pas obligé d'accélérer, c'est très gentil. Non, mais c'est normal. Ouais, ouais, C'est je veux bientôt bien que l'heure de l'apéro. Ouais, je veux bien que tu départages ton Ça écran. marche. Écoute, merci, hein, merci pour cette présentation. Euh, Moi, j'avais quelques questions. Si vous en avez aussi dans le chat, n'hésitez pas à les poser par écrit et moi, je les relayerai à Anthony. Mais ma première question, Anthony, c'était un peu par rapport aux idées de départ de ces projets R&D sur sa ferme. Toi, tu disais que voilà, quand on a une idée, il faut faire, pourquoi pas quelques recherches bibliographiques, peut-être se documenter un petit peu et puis surtout bien poser son idée pour que voilà, les choses les objectifs de cet essai soient posés dès le début. Mais toi, par exemple, comment te viennent tes idées de recherche? Oh là. Euh, j'en ai tellement que j'aurais pas assez de quelques vies pour les faire. Je suis curieux et j'ai le malheur de voir un truc et de l'imaginer 10 ans après. Par exemple, je me rappelle, j'étais à la bibliothèque, j'ai donné quelques cours en CFA et en lycée agricole et je prends un bouquin de biologie et il y avait à un moment donné sur la fabrication de la protéine dans le blé. Je me rappelle pas exactement de la phrase, mais il y avait marqué que l'acide aspartique aidait au transport des protéines, etc. Alors moi, ça fait acide aspartique, aspartame, aspartame édulcorant. Et donc j'ai filé dans une grande surface acheter un édulcorant à base d'aspartame pour le tester dans le pulvé ou tester avec du Coca Light, etc. Et ni une ni deux, quelques jours après, il y avait, c'était au mois de mai, hein, au moment de la floraison du blé, il y avait un mélange d'urée technique, de sulfate de magnésie et puis d'aspartame, pas d'aspartame. Et en fait, il y avait un effet. D'accord. Après, je me rappelle, voilà, tu vois, ça peut être au cours d'une discussion, ça peut être au cours d'une observation. Et puis, bah, une année, tu vas observer ça, ben, tu vas te dire, bah non, j'aimerais bien tester. Puis après, il faut que ça fasse plaisir aussi. Euh, j'aime beaucoup tester. Euh, il y a quelques cultures avec qui tu as des affinités. Le colza, c'en est une parce que je trouve que bah, c'est un cycle long, il y a tellement d'impact et aujourd'hui, je mène avec des rendements tout à fait corrects et semblables à mes prédécesseurs ou au voisinage. Des colzas en dessous 100 unités d'azote avec zéro insecticide et très peu de charges de production. Ce qui fait que automatiquement, ça permet des gains de rendement. Mais si je m'étais pas prouvé au fur et à mesure des années que on pouvait baisser en azote, on pouvait utiliser tel type de plan de campagne. Voilà. C'est des choses, peut-être que je me serais pas lancé. Mais bon, après, j'ai un profil particulier d'avoir été un peu dans la recherche et voilà, j'aime bien toucher à tout, voir tout. Mais on peut rester plus simple et aussi avancer tout autant chacun de son côté. Ok, ok. Donc chacun ses idées et chacun Ah la oui. liberté d'essayer ce qui l'intéresse, ce qui le motive. Ok, très bien. Et par rapport, une fois, je me souviens donc dans la formation, hein, celle dont je parlais au début du webinaire, là, se lancer en agriculture de conservation des sols, tu évoques hein, cette question d'avoir un pôle R&D sur ta ferme.
sur sa Ouais. ferme. Et je me souviens que dans cette intervention-là, tu avais précisé un truc sur la localisation de la parcelle au sein de l'exploitation. Tu avais dit que le mieux même, c'est de trouver une parcelle pour ces essais qui soit pas très loin, en fait, d'un chemin habituel ou bien de son domicile. Et je voulais que tu reviennes un petit peu sur ça, Ah, peut-être, pour expliquer ça. c'est c'est l'idée de se dire je passe devant. Ah, voilà. Aller faire ça loin, quoi, sur une parcelle éloignée sur laquelle on s'y rend pas forcément souvent, euh, c'est dommage. À titre d'exemple, je suis hier ou avant-hier, j'ai seulement été voir un couvert végétal qui avait été semé fin juillet. Donc ça faisait plus d'un mois que j'avais pas été voir ce couvert végétal. Si Ouais. tu mènes un essai, parce que c'est les parcelles qui sont à l'extrémité de la ferme et qu'il n'y a pas le chemin habituel des bâtiments à la maison ou des choses, voilà, il y a des choses comme ça. Il faut, Oui. si on va pas, si on passe pas souvent devant, il y a des choses qu'on peut louper dans l'observation. Ok, ok, très bien. Et justement, dans cette observation, tu disais que ben, voilà, et c'était important d'observer, de noter aussi hein, les observations qu'on fait pour s'en souvenir, hein, j'imagine, hein, simplement, et puis pouvoir, une année sur l'autre, peut-être comparer certaines choses. Toi, tu regardes quoi? Ça Euh, dépend peut-être aussi de l'expérimentation, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des choses que tu regardes systématiquement? alors ça va dépendre des cultures, mais j'aime bien ce que les couleurs, les maladies, la dynamique. En fait, tu ressens aussi les choses. L'agriculteur, dans ses parcelles, il va ressentir les choses. Et donc, il y a des choses, peut-être que des fois, en fonction de son affinité avec l'agronomie, on va pas savoir expliquer, mais on l'explique on l'explique avec ses mots. Il y a des fois, je sais pas si tu te rappelles, dans la formation l'an dernier, quand on traversait une parcelle, je parlais de ressentir avec ses pieds à la marche, à la souplesse du sol. Voilà, il y a des choses comme ça que tu peux regarder. Tu vas faire un test d'un outil une année, et puis pas de l'autre côté, et puis sans t'en rendre compte, 2, 3 ans après, ah bah en marchant dans la parcelle, bah, avec tes pieds, ah bah c'était là. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça. Et c'est comme ça que le cheminement se fait et progresse. Après, les observations, voilà, elles sont multiples. Je dis pas quand tu fais des essais, je veux dire des essais. Par exemple, d'homologation d'un produit type fongicide, tu vas compter sur 100 feuilles à différentes dates le pourcentage de surface impactée par telle ou telle maladie. Euh, Loin de là l'idée de vous dire de faire comme ça. C'est par exemple cette année, en 2025, il y avait des conditions plutôt séchantes avec un vent d'est, etc. Euh, un essai qui aurait été bienvenu pour ceux qui ont fait des applications fongicides sur des céréales, c'était de couper à un moment donné son pulvé pour voir si dans les conditions de l'année, on avait ou pas un développement de la maladie, des maladies fongiques. Si tu vois pas de développement de maladies fongiques, alors que tu n'as pas apporté de traitement phytosanitaire, bah, tu peux te dire que, tiens, s'il y a en 2027 ou 2028, si on a à peu près le même type de climat, ça va te dire, ah, attends, on va voir, en 2025, le fongicide n'était pas utile. Alors peut-être que par acquis de conscience, tu vas le remettre, tu vas quand même en faire un, puis tu vas dire, ah, bah, je vais refaire un essai. Et puis là, 2 fois, tu vas te dire, ah bah non, c'était pas utile. Donc peut-être que j'ose espérer que derrière, la troisième fois où l'occurrence climatique va arriver telle quelle, tu vas te dire, ah bah non, bah là, je surveille, ok, mais je ne mets pas 20 euros, 30 euros, 40 euros de l'hectare dans le traitement fongicide. Parce que je sais que, en soi, ou alors, à rigueur, je le fais l'inverse, c'est que je vais traiter qu'une toute petite partie
pour voir si j'avais raison, pour valider l'hypothèse. Ok. Ok. Après, ça reste un risque. Et bien sûr, il faut que le risque reste mesuré. S'il arrive une grosse pluie derrière ça, il faut essayer de se prémunir et faire en sorte de ne pas se faire amender ou rattraper par la patrouille des maladies fongiques. Mais voilà, et c'est testé. De toute façon, pour moi, si on teste pas sur sa ferme, on avance, on peut pas avancer. Parce que on regarde les résultats autres, mais on ne sait pas. On sait pas. Alors on va faire confiance à quelqu'un qui va avoir regardé les résultats parce qu'il va pas avoir testé sur votre ferme non plus. Mais voilà, on va faire confiance à quelqu'un, bah, c'est très bien. Mais alors, si on fait confiance, s'il y a 100 agriculteurs qui ont testé un truc, une variété, admettons une variété, et vous avez 100 retours positifs, donc vous avez une multiplicité des types de sols, etc., et des contextes pédoclimatiques, ok, bah, pas de souci, il y a un peu de robustesse dans la data, dans la donnée, donc on peut y aller. Mais si c'est juste Monsieur X qui a dit quelque chose là-bas et qui apparemment a fait un rendement record avec... faut rester mesuré quand même. Ok. Faut Ok. pas trop, faut pas trop croire au Père Noël quand même. Les enfants ne nous écoutent pas, heureusement. Il y a Thierry Roy là, qui, sur le chat, pose une question assez intéressante. Il pose la question du rendement. Il dit, voilà, toi, tu disais dans ta présentation que le juge de paix, c'est un petit peu la récolte. Mais est-ce qu'il pose la question, est-ce que dans un essai aussi, outre le rendement, est-ce qu'on peut aussi voir d'autres résultats positifs qui permettent aussi de capitaliser d'une manière autre que la productivité? Voilà, il parle de sol Complètement, résilient. complètement. Tu prends les exemples des plans de campagne, même que ça augmente pas le rendement, c'est hyper bénéfique pour ton système. Euh, je, c'est, aujourd'hui, les plans de campagne, si elles sont développées de manière pardon, correcte, c'est acté, il y a un nombre d'essais euh, conséquent dessus. Tu peux diminuer de 30 unités ton plan de fumure prévu. OK? Donc, entre guillemets, ça te rembourse les plans de campagne. Elles n'ont pas augmenté de rendement, tu as diminué ta dose d'azote, mais faites l'essai, avec ou sans plan de campagne, l'interculture entre le colza et le blé est pas du tout le même. Le démarrage du blé n'est pas du tout le même. Et voilà, c'est ce genre de test-là, même s'il n'y a pas le rendement, dans le système, quand on va vers des tests, entre guillemets, liés à l'organique, aux plantes, à mettre moins de fongies, moi, aujourd'hui, sur l'exploitation, l'idée, c'est dès que je peux me passer de la chimie de synthèse, je m'en passe. Et voilà, je vais pas m'amuser à aller euh, mettre un produit dont je n'aurais pas besoin, une unité d'azote dont je n'aurais pas besoin, du phosphore, comme dans l'exemple, dont je n'aurais pas besoin. Et l'idée, je pense que le système, du coup, finit par te remercier parce que aujourd'hui, 14 ans après, il y a pas de catastrophe. Je suis pas plus sale que les voisins. Je suis pas moins sale. C'est pas, voilà, c'est classique. Par contre, oui, aujourd'hui, je mets moins d'azote dans le système. Là, il y a 100% de couverture sur la ferme. Voilà, je teste beaucoup depuis 3 ans les couverts derrière colza pour justement à faire encore un relais et donner une autre dynamique à la céréale qui suit, en y ajoutant des légumineuses, voilà, etc. Parce que je trouve que le colza a déjà été là présent pendant 11 mois et en plus, on lui rajoute 3 mois de repousse. À un moment donné, voilà, c'est une crucifère, ça ne mycorhize pas, il y a plein de choses. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que j'essaye de regarder ce qui peut se faire pour améliorer le système en tout et pour tout. Et là, il n'y a pas de notion de récolte, mais c'est voilà, c'est une amélioration du système.
en soi. Ok, donc finalement, ça vaut peut-être le coup sur certains essais, ou même sur tous d'ailleurs, de regarder bien après la récolte sur ce qui se passe ensuite, quels sont les effets. Ah oui, oui, des effets plan de campagne, j'ai des photos sur la dynamique du blé qui lève, quoi. C'est à couper au couteau. Tu pèses dans la biomasse de l'interculture, tu pèses. Ah, c'est, et puis, pas forcément aussi. Ouais, pas forcément. Si t'as pas la possibilité à la récolte, il y a toujours des choses à observer avant, après. Est-ce que ne pas traiter fongicide permet une meilleure dégradation des pailles? Tu vois, c'est des questions qu'on peut se poser. Et t'es pas forcé d'aller à la récolte, mais si tu as coupé un demi-tronçon quoi, un demi-pulvé sur une petite longueur, est-ce que mes pailles dans cette zone-là vont mieux se dégrader l'année qui suit? Voilà, Ok. d'observation que tu peux faire. Après, c'est pour ça, les noter, c'est important pour retrouver et pas se dire, voilà, ah mince, c'était où? C'était passage 2 passage 3 il faut quand même avoir une base, un peu de sérieux, quoi. Ouais, oui, effectivement. Essayer, c'est bien, mais tracer aussi ses essais, c'est important. Ah, tu vas pas, quand tu mènes une entreprise, ta comptabilité, tu la classes, tu l'arranges, tu vas retrouver. Si on te demande la facture d'il y a 2 ans, tu vas la retrouver. Donc, c'est dommage de prendre du temps et de l'argent pour ne pas retrouver son résultat derrière. Mhm, effectivement, effectivement. Il y a une autre question là qui nous arrive, c'est Romaric qui pose la question suivante, hein, donc je la lis telle quelle, c'est comment gérer les essais long terme, de points, système agronomique, régénération des sols, agroforesterie, comment guider l'intuition du contexte sans trop d'influence des vendeurs de rêves. Bah, il faut se faire confiance. Faut se faire confiance. Après, les essais systèmes, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe. Moi, sur l'essai plan de campagne, la plateforme, c'était 2015. J'étais content, j'avais mes bandes de travail du sol. Et je me suis dit, oh, après, derrière, on va avoir le blé. Euh, C'était un blé améliorant en plus qui avait été semé. Sauf que l'année d'après, c'était la récolte 2016 et c'était la récolte catastrophique dans la région. Et du coup, voilà, le système, il s'est écroulé tout seul. Donc, faut être capable aussi dans des systèmes à un moment donné, bah, blackout, quoi. C'est fini, ça ne fonctionne pas ou des choses comme ça. Après, vraiment des essais à très long terme, c'était sur la ferme d'Hubert Charpentier où il avait une parcelle euh, je sais plus, je vais dire 2 3 hectares, qui étaient en labour à côté de ces parcelles semi-direct, couvert permanent, si je ne m'abuse. Et c'est génial parce qu'il a mené ça pendant des années et ça a donné des résultats de comparaison super intéressantes. Maintenant, est-ce que ce qui est fait en Champagne-Berrichonne est reproductible dans le nord de la France, etc. On ne sait pas, mais voilà, si demain, le problème par exemple, Romaric parlait d'agroforesterie, c'est bien beau, mais aujourd'hui, dans une parcelle, tu vas pas faire que la moitié de la parcelle en agroforesterie. Tu as une parcelle de 10 hectares. Je pense que si tu as l'intention de te lancer en agroforesterie, c'est pour avoir aménager le territoire. Je veux dire, c'est compliqué. Et puis en plus, c'est des arbres. C'est une dynamique qui est pluriannuelle, voire pluridécennale. C'est pas du tout la même chose. En fait, c'est une intuition. Moi, par exemple, pour parler des arbres, bah, tu les as vus. Ouais, tu as deux parcelles en agroforesterie. Ouais, moi, une partie arboricole avec de la production d'amandes et j'ai testé depuis 2 ans, quoi, depuis 1 an et demi maintenant, la plantation de Polonia parce que voilà, c'est pareil, voilà, l'idée, on entend beaucoup de parler de cet arbre à croissance ultra rapide, arbre merveilleux. J'ai acheté une cinquantaine de plants et en fait, mon idée sur cet essai, j'ai mis ça dans un coin de parcelle. Mon idée, c'était de me dire, voyons ce que ça a réellement dans le ventre, ces arbres-là, quoi. C'était pas dans l'idée de se dire, ah bah, faut absolument que mes 50 plants réussissent et que ça produise des belles grumes et que j'ai un retour sur investissement. Non, l'idée, c'est
Voilà, on prend 50 plans, tu prends un risque mesuré, ça coûtait allez, 50 euros, 500 euros d'achat, et puis un peu de travail derrière, mais tu vois ce que ça a dans le ventre et comment ça répond. Avant d'aller investir, admettons, sur 2, 3 hectares pour réellement rentrer dans un cycle productif. Mais l'idée, c'était de se tester, de voir ce que ça avait dans le ventre là, pendant 2, 3 ans. Donc pour l'instant, je vois, j'observe. Je comprends certaines façons d'y aller. Et puis, dans un an, je pense, donc pas au printemps prochain, mais le printemps d'après, si je suis positif sur la chose, pourquoi pas en planter 2, 3 hectares en misant sur l'avenir et sur un potentiel revenu plus tard, ultérieur, et puis pour les suivants, parce que c'est sur le temps très long, ce genre de choses. Mais voilà, dans les essais systèmes, si on reste sur les cultures, et sans parler des cultures pérennes, mais si on reste sur les cultures dans les essais systèmes, bah, ne serait-ce que d'avoir une parcelle, un bout de parcelle comme chez Hubert Charpentier, on va dire en labour ou en TCS, et puis l'autre côté en ACS, on va prendre les deux opposés dans la notion de travail du sol, hein. J'entends qu'on prend les deux opposés. Voilà, on compare et puis mais on s'y tient. C'est-à-dire que le défaut de ça, c'est que si on a une affinité avec l'ACS, on va délaisser le labour. Mhm. C'est-à-dire que en fait, c'est comme quelqu'un qui est en labour et qui voudrait tester le semi-direct. Comme il n'a pas l'affinité avec le semi-direct, il y a des choses sur lesquelles il va faire moins attention. Si tu as une affinité avec la CS, tu vas faire attention à ton SMI, ton réglage, etc. Et le labour à côté, bon, bah, peut-être que ça va t'emmerder parce que tu as 2 hectares à labourer et qu'il faut atteler une charrue ou en trouver une chez un voisin et venir le faire. Tu vois, il faut, si tu veux faire un essai correctement, il faut le faire correctement, quelle que soit la modalité. En fait, il faut que tu sois un avocat, et même si tu sais que cette personne-là a réellement tué quelqu'un, bah, t'es son avocat et tu es obligé de faire ton travail d'avocat. Donc, si tu es agriculteur et que tu veux faire un essai comparatif ACS labour, bah, tu es obligé d'aimer à la fois l'ACS et le labour, du moins dans le fait de mener l'essai. Ok, ok, bah merci pour cette... Et il faut pas perdre d'énergie en cours de route. Dans les essais systèmes, c'est ça qui est frustrant parce que c'est un essai système, donc c'est un temps long et voilà, il faut pas perdre d'énergie. Il faut toujours une année. C'est pas parce que tu n'as rien vu une année N sur tel assolement que forcément l'année suivante, ça sera pas, tu sais, il y aura pas un effet. Et Mhm. ça sera dommage d'abandonner quelque chose qui aurait peut-être pu déclencher derrière. Si tu dis, je pars sur 3 ans, je veux comparer en 3 ans, ok, mais tu pars sur 3 ans. Tu te dis pas au bout d'une année, ah ben ça n'a pas fonctionné. Non, tu étais parti sur 3 ans, pars sur 3 ans. Te complique pas Ok, trop la vie, mais pars sur 3 ans. Pars sur ce que ok, tu t'es dit au départ. ok. Ouais, mais justement par rapport à cette prise de risque mesurée, tu dis toujours risque mesuré, mais c'est un peu la question que je trouve difficile. C'est, on n'a pas tous le même tempérament. On voit aussi ce qui se passe dans le secteur agricole. Par exemple, sur cette saison-là, c'est compliqué, on va dire. Euh, et du coup, je me dis, on a quand même des réflexes de prudence et je trouve ça difficile en fait, donc de sauter le pas de laisser. Toi, ce serait quoi en fait, je sais Ah, pas, ton conseil, ta moi, recommandation, je sais pas. je sais pas. On a vu trop d'erreurs de personnes. Par exemple, si on parle des pratiques culturales type agriculture de conservation, agriculture régénérative, etc. Il y a eu, alors c'est vrai que c'est un peu moins vrai depuis quelques années, mais parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est trompé, planté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait, pour pas faire lever de mauvaises herbes, il fallait avoir des semoirs à disque parce que ça bougeait moins de terre, etc. Ouais, mais ils ont pris des tôles, quoi, parce que c'était pas prêt. Et voilà, les gens ont investi dans des semoirs à disque, très cher à l'entretien, euh, sans prendre les bonnes bases derrière.
aujourd'hui, si tu veux faire un essai, euh, je préfère, euh, je préfère que tu te dises, bon, bah, je vais tester. Alors, je vais demander à un voisin de venir, qui a un semoir, de venir bah, semer dans la parcelle. Semer un bout de parcelle, s'il veut bien, bah, oui, bah, je vais le dédommager, mais le risque est mesuré. Mhm. T'as pas investi 20 000 euros du mètre d'un semoir à disque, t'as pas... Voilà, c'est ça que j'entends quand je dis mesurer. Mhm. Ouais, il y a les voisins, il y a les ETA, il y a les CUMA, il y a plein de moyens de tester du matériel sans avoir à l'acheter. Oui, et puis oui, c'est ça. Et à un moment donné, ce qui coûte cher dans le monde agricole aujourd'hui, c'est les charges de mécanisation. Donc, plutôt que de se mettre une grosse charge de mécanisation sur le dos sans savoir réellement si tu vas avoir un retour sur investissement, il faut tester au préalable. Il faut tester au préalable. Ok. Et bah, je rebondis un peu sur ce que tu dis pour reparler un peu de la formation, sauf s'il y a d'autres questions, mais j'en vois pas. Euh, Justement, tu vois, nous, la formation qu'on propose là sur se lancer en conservation, en agriculture de conservation des sols, dans laquelle tu interviens, on propose donc justement un petit peu voilà, une méthodologie. Je crains un peu ce mot parce que méthodologie, ça va un peu du rêve, c'est un peu une solution miracle, alors que c'est pas vraiment, c'est pas du tout ce qu'on fait. Mais voilà, on propose une évolution dans son système pour les personnes qui seraient intéressées pour aller vers ce type de pratique-là. Et le pôle R&D fait partie hein, de choses qu'on peut mettre en place et qui permettent de tester des choses à petite échelle et donc de ne pas prendre des gros risques économiques avant peut-être les passer à l'échelle. Après, de toute façon, c'est comme tout, hein, c'est chaque entrepreneur. À un moment donné, si tu veux aller de l'avant, bah, t'as toujours un risque à prendre. Mais aujourd'hui, les grosses entreprises ne prennent pas des risques inconsidérés à se lancer dans des choses qui vont impacter. Aujourd'hui, acheter un semoir 100 000 euros en se disant le SMI direct, ça va être mon Graal. Non. Il y a des choses qui sont à faire avant, qui sont à prendre en considération, etc. Et donc, si tu testes pas, tu peux pas t'affronter à quelque chose. Oui, Tu peux pas, tu vas au-devant de problème. Voilà. oui, 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 je vois bien ce que tu veux dire. C'est vrai que nous, on a une approche très prudente. On n'est pas dogmatique. Il faut y aller doucement. Il faut pas se mettre en danger par passion ou par Oui, idéologie. non, mais c'est ça, Euh, c'est la passion qui te met en danger derrière. C'est ouais. le, ouah, quand tu vis le métier, c'est tellement sympa. Ouais, c'est prenant le métier d'agriculteur. Et t'as envie d'avancer. Et justement, c'est très frustrant d'avoir si peu d'années, si peu de possibilités que tu voudrais aller, que tout aille très vite. Mais en fait, tu te rends compte que tu construis ça sur un temps très long et sur plusieurs générations au final. Ok. Ok, bah écoute, je remonte quand même, hein, je repartage mon écran avec la page de la formation. Elle est exactement dans la lignée de ce que Anthony a présenté aujourd'hui. On fait les choses doucement, en réfléchissant, sans prendre de risques économiques, voilà, en s'assurant qu'on a des résultats agronomiques. Avec une belle Donc, diversité d'intervenants. Je te coupe. ouais, il y a beaucoup d'intervenants différents. Il y a Antonio Pereira de la Chambre d'agriculture de Haute-Marne, il y a Michael Geloun de Terzinovia, il y a Frédéric Thomas, donc le créateur de la revue TCS aussi qui intervient cette année. Il y a Julien Hérault aussi qui va intervenir sur la mécanisation, justement, t'en parlais à l'instant, Anthony. Donc lui, il revient vraiment justement sur qu'est-ce que j'achète, pourquoi, qu'est-ce que ça représente dans mes charges de mécanisation à l'année. C'est très intéressant son approche. Et puis aussi, c'est une formation où vous fait intervenir des agriculteurs. Toi, la mécanisation, Anthony.
mais pas que. Voilà, des gens qui sont déjà en agriculture de conservation et qui nous racontent un petit peu leur parcours, voilà, qui peuvent parler aussi des essais qu'ils ont faits, des accompagnements qu'ils ont eus. Et voilà, ça en fait une formation riche d'échanges et d'apprentissage. Donc la page est là. Et c'est sur le site, notre site internet, Vers de Terre Production, enfin verdeterreprod.fr. Vous allez dans formation, formation longue, et vous la trouvez. Et ben, je vous invite à me contacter. Donc, vous voyez, je suis en photo. J'ai une merveilleuse petite photo de moi qui sourit sur un fond de feuilles. Et ben, je suis disponible pour répondre à vos questions, tout type de questions sur voilà, comment ça s'organise, comment on peut participer, comment on peut financer. C'est une formation qui est finançable Vivea, CPF. Voilà, donc n'hésitez pas à m'appeler. Je suis vraiment là pour ça. Et puis, bah, pour ce qui est de ce soir, Anthony, vraiment, merci. J'inaugurais avec toi mon premier webinaire. Donc, c'était le premier webinaire Grande Culture. Le prochain qu'on aura, il aura lieu en novembre, je pense le 9 novembre. Et justement, on va revenir un petit peu sur le fonctionnement des CUMA. Un petit peu toujours dans cette idée de repenser ses investissements et ses stratégies de mécanisation en ACS. Et voilà, mais on aura l'occasion de vous redonner toutes ces informations-là. Merci à toutes, merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup pour vos questions. C'est vraiment important pour nous d'avoir vos retours. Euh, Ces webinaires, ils servent à ça, à faire le pont entre le pôle formation de Vers de Terre et vous, qui nous écoutez, qui nous suivez, voilà, qui s'intéressez un petit peu à l'agriculture de conservation des sols, à l'agroécologie, au sol en général. Voilà, merci encore pour ce soir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Anthony, merci, merci, merci encore. Merci Charlotte. Merci à tout le monde. Ok, normalement j'ai coupé.